Je vais vous redonner les règles de ce webinaire. C'est un webinaire qui est enregistré et sur lequel vous allez pouvoir poser des questions dans l'onglet de chat et voir pour certains l'onglet de questions-réponses. Si vous ne souhaitez pas apparaître en termes d'enregistrement, puisque je peux vous donner la possibilité d'ouvrir vos micros et d'ouvrir aussi vos caméras en fin de webinaire pour que vous puissiez poser vos questions. Vous pouvez nous le signifier par chat et tout simplement, vous n'ouvrez pas votre caméra à ce niveau-là. Juste vous rappeler en guise d'intro ce qu'on a pu mettre en place nous de notre côté en Ardèche. Alors j'espère que vous y verrez suffisamment. Je vais essayer, parce que j'ai un problème avec la diffusion du PowerPoint. Vous rappeler simplement et vous dire pour les personnes qui ne sont pas ardéchoises, on a travaillé en Ardèche un dispositif qui s'appelle le Fonds Tourisme Durable depuis 2021 et qu'on a accompagné avec un collectif de partenaires dont l'Agence départementale du tourisme, le Parc des Monts d'Ardèche, Ardèche-le-Goût, qui est une structure interconsulaire, et l'ALEC 07. 107 structures, dont 73 dossiers qui ont été déposés en Ardèche. Donc, ça a totalisé 3,6 millions d'euros d'investissement pour les 107 structures qu'on a accompagnées et 1,5 million d'euros d'aides qui ont été sollicitées via ce fonds tourisme durable. Pourquoi je vous parle de ce fonds tourisme durable? Parce que c'est notamment dans le cadre de ce fonds, on avait des dépenses qui étaient éligibles au niveau de l'eau. Donc, vous voyez que sur les 1,5 million d'euros d'aide qu'on a pu solliciter, il y a plus de 300 000 euros de dépenses qui ont été pistées sur l'eau à travers des cuves de récupération d'eau de pluie, de matériel hydroéconome, de toilettes sèches, de systèmes d'arrosage, bâches de piscine, etc. Voilà. Alors malheureusement, c'est un dispositif pour le moment qui est clôturé ou qui va se clôturer là d'ici fin d'année. On va par contre nous continuer d'accompagner des établissements en Ardèche sur l'accompagnement individuel au niveau du tourisme durable, dont notamment la partie gestion hydrique. Et c'est vrai que ce webinaire d'aujourd'hui fera partie notamment des outils qu'on pourra apporter aux prestataires ardéchois. Deuxième action que nous avons mis en place en Ardèche, plutôt autour des éco-gestes. On va en parler, je pense que Monsieur Moreau, en espérant qu'il arrive à nous rejoindre, vous en parlera. On a mis en place des outils de sensibilisation à travers des éco-gestes qu'on veut porter, on va dire, à connaissance des clients et faire en sorte que les clients, justement, puissent eux aussi travailler à une meilleure empreinte environnementale sur leur établissement. Vous voyez là toute une déclinaison d'un kit de sensibilisation qu'on a travaillé en Ardèche. Vous y retrouvez dedans notamment deux stickers ou deux accroches, on va dire, d'éco-proverbes qu'on a voulu un petit peu rigolo entre guillemets pour sensibiliser les clients et qu'on a diffusé à l'ensemble des hébergeurs touristiques. Vous avez notamment ça coule de douche et vas-y mollo, on va dire deux accroches qu'on a mis en place en termes de sensibilisation auprès des hébergeurs pour leurs clients. Autre action en lien avec l'eau, notamment, et qu'on a proposé à nos hébergeurs en Ardèche, on a réalisé un guide des bons comportements pour sensibiliser les vacanciers en séjour en Ardèche. Voilà, sur cette thématique, l'énergie, les bons comportements en rivière, la nature, le respect de la nature, le tri des déchets, les mobilités, la consommation locale et les économies d'eau. Voilà, donc là, vous avez notamment sur cette approche-là ce qui a été mis en place en lien avec l'eau, alors à la fois en intérieur entre guillemets au sein des hébergements, mais aussi au niveau du milieu aquatique, puisqu'on a pas mal naturel, puisqu'on a pas mal de rivières en Ardèche, et que il y a un très très gros enjeu aussi à travailler sur la préservation des milieux naturels. Autre action qu'on a pu mettre en place jusqu'à maintenant, et puis qu'on va aussi attaquer à partir de 2025. Alors à partir de 2025 notamment, on va travailler un dispositif d'observation de la consommation d'eau au niveau des hébergeurs notamment, et on va essayer d'identifier les niveaux de l'évolution et de la consommation d'eau des principales filières touristiques.
Donc là, c'est un travail qu'on va faire en lien avec les différents syndicats de gestion de l'eau et différents bassins. Et on va essayer d'accéder à ces informations-là en lien avec eux de manière anonymisée pour travailler notamment sur des ratios et faire en sorte que on puisse aussi sensibiliser avec ces ratios justement les différents hébergeurs sur leur consommation d'eau. On a organisé 2 journées de sensibilisation sur la gestion de l'eau en janvier 2024. Une qui était plus destinée aux gîtes et aux chambres d'hôtes en partenariat avec Gîtes de France Ardèche. Et puis une seconde journée qui était plutôt dédiée aux campings, hôtels et villages vacances, et donc qui est organisée à Vallon-Pont d'Arc. Donc là, l'objectif, c'était d'apporter en gros l'information que vous avez là, qu'on va vous retranscrire pour l'ensemble des hébergements touristiques. On l'aura apporté de manière plus ciblée et par filière auprès de ces filières-là pour justement faire en sorte de comprendre comment on pouvait avoir une gestion de l'eau qui soit plus simplifiée. Et puis, on participe activement aux instances de concertation dédiées autour de l'eau, et il y en a pas mal. On a des assises départementales, comme vous devez en avoir certainement dans vos différents départements. On a un comité départemental des ressources en eau qui est géré par Madame la préfète, des commissions locales de l'eau, et puis on suit attentivement les projets de territoire autour de la gestion de l'eau qui sont plus territorialisés. Un petit mot pour vous dire les ressources disponibles au niveau régional, puisque je vous disais qu'on était sur une action en lien avec la préfecture de région Auvergne-Rhône-Alpes. On a mis en place en lien avec la CCI de région tout un tas d'infos et de documents ressources sur une page web dont je vous ai mis le lien juste là et qui nous rappelle un petit peu, qui fait le point sur la situation hydrique, sur la réglementation en lien avec l'eau, sur les bonnes pratiques et les éco-gestes qu'il faut adopter par rapport à l'eau, sur les dispositifs aussi financiers qui sont prévus par les agences de l'eau, notamment qui sont concernées sur vos territoires. Voilà, donc je vous laisserai ce lien là. Sachez que, encore une fois, ce webinaire est enregistré, qu'il est en replay, et puis que j'enverrai le support à l'ensemble des personnes qui se sont inscrites. Voilà, c'est là que on bascule sur la présentation de Monsieur Moreau. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente Romain Moreau. Je suis ingénieur de formation en environnement, spécialisé sur les questions d'eau, et mon premier métier, c'était hydrobiologiste. Autrement dit, étudier les rivières, l'écologie des rivières, la qualité des eaux des rivières. Et en travaillant beaucoup dans le sud de la France, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit souci, c'est que parfois le manque d'eau était un problème. C'est là où j'ai commencé à m'intéresser aussi aux économies d'eau. Et comme le disait Monsieur Raguet, j'ai déjà travaillé sur quelques interventions auprès des hébergeurs de l'Ardèche sur ces questions. Alors, pardon, je vous coupe. Il y a un léger grésillement, bon, qui est tolérable, mais qui est. Je suis désolé. Il est peut-être un peu tard pour faire un réglage de son. Oui. Non, mais écoutez. Je suis désolé. Pourtant, normalement, il y a du matériel de qualité qui m'enregistre. Bon. Je comprends pas. Ok. Bon, écoutez, on va faire avec ça. On va faire avec. Bon, excusez-moi encore. Voilà. Donc, c'est parti. c'est parti. On va. Je vais vous proposer un petit point assez classique autour de différentes thématiques. Commencer par déjà les raisons, les motifs de faire des économies d'eau. Pourquoi est-ce qu'on en fait? Travailler sur la pluie, sachant que dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez quand même des conditions hydriques très différentes entre le sud et le nord, on va dire, les zones de montagne, et puis l'Ardèche et la Drôme. On parlera des usagers rapidement, parce qu'il y a peu de leviers dessus. La connaissance des réseaux, la connaissance de son système d'arrivée des eaux, on verra de quoi il retourne, le suivi des consommations, très important, Monsieur Raguet en a parlé un petit peu tout à l'heure. Faire un point sur les fuites, sur le matériel hydroéconome, je passerai rapidement dessus parce que j'espère que vous êtes au point là-dessus. Et un point sur les piscines.
Alors, commençons par le commencement. Les motifs de... Oula, ça rame aussi chez moi. Les motifs pour faire des économies d'eau. Alors, j'en ai identifié 3. La première, c'est essentiellement économique. Alors, sachant que la moyenne du prix de l'eau en France est aux alentours de 4 euros le mètre cube. Alors, c'est très variable. Il y a des régions qui sont en deçà de 1 euro et d'autres régions, je pense à la Bretagne, où on dépasse les 10 euros. Alors, quand je dis 4 euros, c'est souvent avec l'assainissement compris dedans. Donc, je sais pas, pour faire simple, en fait, votre facture d'eau, c'est l'acheminement de l'eau d'un point de prélèvement jusqu'à chez vous. Que vous ayez un hôtel, que vous soyez ERP ou un particulier, c'est exactement pareil. Et là-dessus s'ajoute aussi une deuxième partie, c'est l'assainissement, donc la partie aval en fait de la consommation. Donc certains d'entre vous sont peut-être dans des gîtes, dans des zones un peu reculées, non, comment dire, sur du réseau non assaini. Donc on n'a pas de, vous avez des fosses ou des systèmes autonomes. Bon, grosso modo, on est là. Donc, plus on consomme, plus on va payer, forcément. Donc, le but, ça va être de travailler sur les économies de flux en général, l'eau, l'énergie en particulier. Et donc, pour faire simple, vous avez, moi je considère que vos structures sont des gros et des petits consommateurs. La limite, c'est grosso modo 5000 mètres cubes à l'année. Alors certains vont dire oula, j'y suis pas, et d'autres, je dépasse. En fait, ce que j'ai remarqué en travaillant sur les économies d'eau, c'est que 5000 mètres cubes, c'est un peu le seuil à partir duquel on peut commencer à faire des économies substantielles, avec pas mal de zéros. C'est ça que j'entends. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des leviers sur les petits consommateurs, mais voilà, il faut forcément, plus on est gros consommateur, plus on a le risque d'avoir de fuite, de casse, des leviers. Donc forcément, la facture baissera beaucoup plus. Alors, autre raison de faire des économies, ça peut être soit une conscience écologique, tout simplement. Vous êtes sensible à ces arguments et vous vous dites, au même titre que vous avez envie d'économiser de l'énergie, vous voulez économiser de l'eau. Pourquoi pas? Et ça peut être aussi un argument pour votre communication en fait auprès de vos clients. Certains clients, je sais que des clients du nord de l'Europe typiquement sont sensibles à ces arguments. Puis vous êtes aussi peut-être tout simplement labellisé ou vous envisagez d'être labellisé, éco-labellisé. Troisième raison, c'est l'accès à l'eau. Alors, 2024 est revenu un petit peu dans les normes de la pluviométrie, mais 2021, 2022, 2023 ont été des années relativement sèches. Dans certaines régions, il va falloir effectivement envisager de réduire ses consommations pour toujours avoir de l'eau. Quand je dis maintenir l'activité, dans certaines régions, je pense, alors ça vous concerne vraiment dans la limite méridionale de votre région, la frontière Gare-Ardèche, sur le bassin de la Cesse, qui est une petite rivière qui fait la frontière entre ces deux départements. Il y a eu des communes l'année dernière qui ont été privées d'eau. Et quand il y a vraiment des grosses pressions sur la ressource en eau, qu'il n'y a plus d'eau, la priorité, c'est l'usage eau potable pour les habitations. Donc certaines activités, dont les vôtres, peuvent en pâtir, partiellement ou totalement. De toute façon, s'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'eau, on ne peut pas faire autrement. Donc là, effectivement, économiser l'eau, ça va peut-être être compliqué s'il n'y en a plus. Mais si tout le monde joue le jeu, ça peut aider à ce que vous puissiez maintenir votre activité en période de crise. Alors, un petit topo, j'ai regardé Vigio, qui est le site français qui recense les arrêtés sécheresse. Je l'ai regardé avant-hier. Et regardez, sans surprise, on a, je ne sais pas si vous voyez la souris. Bon, hop, je vais faire comme ça. Hop, petit problème. Pardon, oui, c'est bon. Vous la voyez? Bon, ok. Oui, on la voyait. Ouais. Bon, tant pis. Sur Vigio, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a 2 grandes zones en France, c'est les 2 seules en France qui sont encore avec des arrêtés sécheresse. Bon, le Roussillon, l'Hérault, sans grande surprise, mais aussi, et ça vous concerne directement, la plaine, certainement la plaine de l'Ain, le Bugey, donc le nord-est de Lyon. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est un peu sur des zones calcaires, il me semble, que le climat méditerranéen ne cesse de remonter. Il est aux portes de Lyon.
Et on sait, parce que j'ai aussi une autre casquette dans les métiers de la nature, on a des espèces typiques du milieu méditerranéen qui sont jusqu'à Villefranche-sur-Saône et certaines sont déjà à Mâcon. Ce qui veut dire que les espèces anticipent ce que nous on peut voir. Autrement dit, le climat méditerranéen est clairement dans le cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors évidemment, les zones de montagne et les hauts plateaux d'Ardèche ou de Haute-Loire vont être un peu épargnés pour l'instant. J'ai travaillé il y a 2 ans sur le Cantal, sur des rivières du Cantal, et ça fait bizarre de voir des rivières que je n'avais jamais vues à sec, où il n'y avait plus du tout d'eau en été. On parle quand même du Cantal, un des châteaux d'eau de la France. Donc, clairement, c'est une thématique qui va nous tomber dessus. Et alors, ça vous concerne un peu moins, mais le département du Gard a travaillé, c'est un des rares départements à avoir travaillé sur de la prospective à long terme sur l'eau, dans un contexte de réchauffement climatique. Forcément, le Gard fait partie de ces départements qui sont en première ligne. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Alors, sur le Gard, mais ça peut être une tendance, hein, on va se prendre grosso modo 0,5 degrés par décennie en plus. Alors, ça va être très variable, hein, si vous êtes à 1000 mètres d'altitude ou si vous êtes à 200 mètres d'altitude, si vous êtes dans la vallée du Rhône ou dans le Cantal ou en Savoie. Mais bon, qu'importe, il va y avoir des dérèglements. La pluviométrie annuelle va être assez stable, mais les précipitations estivales vont être beaucoup plus faibles. Et globalement, les touristes, c'est en été qu'ils viennent vous voir pour la plupart. Encore, ça va dépendre des régions, peut-être qu'en haute montagne, ce sera différent. Mais bon, globalement, au moment où on va avoir besoin d'eau, il va y avoir une pression et une pression sur la ressource qu'il va falloir partager entre tous les acteurs, le tourisme, l'agriculture, le potable, l'industrie, etc. Donc, ça va être vraiment une problématique qui va être de plus en plus contraignante. On parlait de la pluie, alors justement, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'eau de pluie? Monsieur Raguet parlait de systèmes de récupération qui avaient été mis en place ou qui avaient été cofinancés par la CCI dans le cadre des projets qu'il vous a décrits. Très bien. Alors, est-ce que c'est pertinent? Donc, je vais faire un petit calcul tout simple. Imaginez une surface de toiture de 100 mètres carrés avec une pluviométrie de 600 mm qui peut être une moyenne assez cohérente avec la région. Bien évidemment, il y a des grosses variations. Hein, ça, je ne vais pas faire un topo exhaustif sur tous les cas de figure de votre région. On considère en général qu'il y a toujours 10% de pertes. C'est si votre toiture est chaude, par exemple, que c'est en été, il va y avoir un peu plus d'évaporation. Toute l'eau qui va tomber sur la toiture ne va pas se récupérer directement dans la gouttière, etc. Donc, on a 10% de pertes. Donc, grosso modo, avec ces données, on se retrouve avec 53 mètres cubes d'eau potentiellement récupérable sur nos 100 mètres carrés de l'exemple. C'est génial. Sauf que là, je prends un exemple dans le sud de la région, mais c'est à peu près partout pareil. Les pluies ne tombent rarement pas au moment où on en a besoin. Je le disais, les gros besoins, ça va être en été. Et c'est là où il pleut le moins. Donc, globalement, il va falloir stocker. Stocker, alors, différentes manières, soit une bâche comme sur cette photo, ça prend de la place, 54 mètres cubes, il faut compter à peu près 60-70 mètres carrés terrassés. Pas besoin de sécurisation particulière. Bon, là, sur la photo, il y a une barrière, mais on n'est pas obligé d'en mettre une. Mais voilà, ça demande de la place et puis ça peut avoir un coût. 50 mètres cubes, faut compter, avec tout compris, on sera entre 3000 et 3500, terrassement inclus. Il faut terrasser bien à plat, mettre une couche de sable pour stabiliser la bâche, le prix de la bâche aussi. Donc, ça a un coût. Donc, est-ce qu'il est pertinent de stocker pour un besoin ponctuel? À voir en fonction de quoi? À voir en fonction des usages qu'on va avoir avec l'eau de pluie. Qu'est-ce qu'on va avoir comme usage? Les WC. Est-ce que c'est possible? Chez le particulier, c'est possible, mais vous, quel que soit votre statut, vous êtes considéré comme ERP, établissement recevant du public, donc vous n'avez pas le droit d'utiliser de l'eau de pluie dans les WC. C'est dommage, mais les conditions sanitaires priment sur les conditions écologiques et environnementales. C'est ainsi, on en reparlera tout à l'heure sur d'autres aspects, c'est un petit peu dommage. Donc il nous reste quel type d'usage? Les espaces verts.
Et là, effectivement, on a la possibilité. Heureusement qu'il n'y a pas de restriction là-dessus. Sauf que si vous avez un peu anticipé toutes les problématiques liées à l'eau, vous avez certainement, alors là j'ai pris une jolie photo, vous avez certainement mis en place des plantations, en tout cas c'est ce que je vous conseille, de mettre en place des plantations résistantes à la sécheresse, donc typiquement des plantes méditerranéennes qui par essence sont adaptées à la sécheresse. C'est le meilleur moyen d'avoir un espace vert, encore vert en été, en période de sécheresse. Voilà aussi, hein, vraiment, je suis dans les généralités, hein, clairement, entre certaines régions comment dire, de votre, d'Auvergne-Rhône-Alpes, ça va être extrêmement pertinent. D'autres qui sont quand même peut-être un peu plus arrosés, vous allez me dire, oui, c'est peut-être pas pertinent. Mais en tout cas, on est sûr aujourd'hui que le climat méditerranéen va remonter probablement jusqu'à la Loire à terme. Alors à terme, c'est quoi? C'est 2040, 2050, 2100. On n'a pas de boule de cristal, mais bon, on sait que ça va arriver. Donc autant anticiper un minimum. Donc soit vous avez déjà anticipé en ayant limité les besoins en eau sur les espaces verts, soit éventuellement le seul usage qui pourrait être pertinent, c'est si vous avez des bassins d'agrément. Je parle pas de piscine, hein, je parle vraiment de bassins d'agrément qui peuvent absorber ça. Mais bon, globalement, dépenser autant pour des espaces verts, hein, dépenser autant en termes de stockage, est-ce que c'est pertinent? C'est vous qui voyez. Ça rejoint les points qu'on voyait tout à l'heure. Est-ce qu'on est sûr comment dire, de la conscience écologique? Est-ce qu'on est d'abord sur des motifs économiques? Là, il n'y a pas de règle, c'est vous qui voyez. Alors, qu'est-ce qu'on aurait comme autre solution? Donc, on a dit les WC, c'est pas possible. Les espaces verts, c'est envisageable. Il nous reste les piscines. Les piscines. Pourquoi les piscines? Parce que l'arrêté du 26 mai 2021 nous définit tout ce qui peut être fait sur les piscines en matière sanitaire et d'eau en général. Et cet arrêté évoque des ressources alternatives. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ressources alternatives? On entend des ressources qui ne sont pas des ressources d'eau potable ou d'eau potable fournies par le réseau, par le syndicat des eaux, etc. Donc, ce qui arrive par le compteur, tout simplement. Donc, est-ce que les eaux de pluie sont adaptées pour ça? Eh bien non. Impossible d'utiliser les eaux de pluie. En fait, sur les considérations piscine, ce qui prime, c'est les aspects sanitaires. Il faut garantir une eau potable le plus possible pour les usagers de la piscine, et ces considérations priment sur toute autre raison et tout autre motif. C'est dommage, mais c'est ainsi. J'en ai discuté avec plusieurs ARS qui ont toutes botté en touche en disant non, ce sera de l'eau potable, ce sera de l'eau potable. Comme les ressources alternatives, tant qu'on n'a pas pardon, je reformule, tant que les ARS n'ont pas de circulaire interne au ministère de la Santé pour définir vraiment ce qui est possible par ces ressources alternatives, les ARS vont botter en touche. Moi, j'aime à dire que Thomas Pesquet, quand il est dans sa station spatiale autour de la Terre, qu'est-ce qu'il boit? Il boit son urine. Techniquement, on est capable de récupérer toute eau, quelle qu'elle soit, par nanofiltration, ultrafiltration, osmose inverse, donc c'est des techniques de filtration. Et même en l'ayant évoqué tel quel, les ARS bottent en touche. Techniquement, on sait faire. Je sais que certains acteurs, typiquement l'année dernière, on avait fait une formation avec les campings d'Ardèche notamment, qui me disaient ouais, tout ça on sait, mais qu'est-ce qu'il est possible de faire? Possible de faire techniquement tout, réglementairement peu de choses. Et c'est ainsi. Donc tant que les règles sanitaires sont au-dessus des considérations économiques ou environnementales, on reste dans cette situation. Pour les piscines, puisque j'en parle, la seule ressource alternative qui est autorisée, c'est le recyclage des eaux de lavage, mais c'est encadré, c'est sous certaines conditions, sous certains volumes, sous certaines périodes. Je vais pas m'étaler dessus. Là, on est plus sur un fonctionnement de piscine. Mais là encore, toutes les zones ne sont pas récupérables en même temps. Oups. Alors, excusez-moi, c'est pas très réactif ce matin. Un petit point sur les usagers. Donc le premier,
le dernier acteur des économies d'eau, ça va être l'usager, parce que c'est lui qui va laisser, je caricature, ouvert le robinet, ou qui va le fermer, qui va prendre une douche de 30 minutes ou de 5 minutes, voire moins. Le problème, c'est que les usagers, dans votre cas, ce sont des gens qui sont en vacances la plupart du temps, qui n'ont que faire de tout ça. Alors, je suis dans les généralités. Certains vont être très précautionneux sur l'énergie, sur l'eau, et puis d'autres, je suis en vacances, il n'y a pas de raison que je fasse d'efforts, je suis là pour souffler, je fais des efforts toute l'année, vous m'emmerdez. Je pense que certains se reconnaissent dans le discours. Donc, travailler avec les usagers, vous pouvez mettre des panneaux d'affichage, comme ce que M. Raguet nous a proposé. C'est utile, mais c'est pas toujours efficace. On a peu de leviers vous avez peu de leviers, peu de leviers de pression sur les usagers pour leur dire, limitez vos consommations pour telle et telle raison. Certains seront sensibles et d'autres n'en ont rien à faire, malheureusement. Donc, les usagers, ça va être surtout vous. Éventuellement, si vous avez une grosse structure, ça peut être votre personnel. Moi, j'aime bien, dans certains cas, travailler avec les femmes de ménage. Pourquoi? Parce qu'elles voient tout, normalement. En tout cas, elles passent partout. Donc, s'il y a une fuite, elles peuvent le faire remonter. Mais dans ce cas-là, si on parle d'usagers en termes de personnel technique de la structure, il va falloir mettre en place des procédures strictes pour que chacun sache ce qu'il doit faire. Vous allez me dire, oui, bon, c'est évident ce que vous racontez. Moi, j'ai vu une fois en travaillant sur un hôtel, une femme de ménage qui disait, oui, je sais que là-bas, il y a souvent une fuite. Ok. Et qu'est-ce que vous faites? Je sais pas. C'est pas mon rôle. Et c'est pas mon rôle de le faire remonter. Je l'ai entendu aussi dans l'industrie où certains agents ont un rôle dans l'entreprise et ne voient pas comment comment informer, voire même pas l'intérêt d'informer leurs supérieurs d'un problème qui ne les concerne pas dans leur quotidien professionnel. Donc, il peut y avoir besoin de faire une sensibilisation à ce niveau-là au sein même de l'équipe. Alors, on va du coup maintenant passer à la partie plus technique et tout commence par le réseau. Qu'est-ce que j'entends par le réseau? C'est vos conduites, les conduites, donc là après compteur, mais qu'est-ce que ça veut dire? Certains ne sont probablement pas concernés, d'autres peut-être. Un exemple, j'ai travaillé sur un camping et c'est un gros camping. On n'était pas très loin des 1000 emplacements. Et un camping, c'est un bon exemple parce que c'est quelque chose qui s'est constitué. Alors là, en l'occurrence, il avait été construit, je crois, dans les années 50, 60. Donc, une base très ancienne. Et puis, petit à petit, les différents propriétaires qui se sont succédés avaient racheté des parcelles avoisinantes. C'est bien, le camping grandit. Sauf que chacun va tirer un tuyau, pas nécessairement dans les règles de l'art de la plomberie. En l'occurrence, c'était dans les Landes, donc le sol était bien meuble, il y avait du sable, donc pas de problème de contraintes mécaniques sur les conduites qui allaient être installées. Donc, ils ont tiré des conduites un peu dans tous les sens. Et bon, les conduites, quelles qu'elles soient, finissent par vieillir et ça finit par casser. Donc des fuites. Mais le problème, c'est qu'il y avait des fuites. On le verra tout à l'heure, qui n'étaient pas ils supposaient des fuites, mais qui n'étaient pas détectées. Bref, du coup, c'était un gros problème. On peut avoir le même souci sur des bâtiments un peu anciens. Un gîte, par exemple, qui va être constitué sur un vieux corps de ferme. Alors, on a récupéré les conduites existantes, et puis les conduites, on ne sait pas par où elles passent. Donc, parfois, on peut avoir soit un agent technique de la structure qui a le savoir historique, qui veut dire, non, l'eau, elle passe par là, le tuyau, il passe par ici. Vous pouvez faire appel à un prestataire parce qu'à un moment donné, vous avez un besoin, un problème. Mais ce qui se passe souvent, c'est que le jour où cette personne s'en va, on n'a plus la connaissance et on repart à zéro. Et donc, s'il n'y a pas de plan à jour, c'est très, très compliqué de savoir par où l'eau passe. Et donc, le jour où il y a une fuite, c'est difficile de la détecter. On en reparlera des fuites un peu plus tard. Mais cette notion de plan est juste extrêmement indispensable. Donc,
Je voulais juste vous sensibiliser là-dessus. Savoir par où l'eau passe, c'est un peu le b.a.-ba. Le deuxième b.a.-ba, c'est de maîtriser son compteur et le réseau après le compteur. Donc, on sait où l'eau passe, mais maintenant, comment est-ce qu'on va le maîtriser? Alors, première chose, ce sont les coups de bélier. Là, je parle des coups de bélier à l'intérieur du réseau, voire à l'extérieur du réseau. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, brièvement, le coup de bélier, c'est quoi? Bon, vous avez une conduite d'eau, la vanne est fermée, très bien. Vous ouvrez votre robinet, votre vanne, n'importe quoi, l'eau passe. Et si vous le fermez très rapidement, vous avez un flux d'eau, donc de l'énergie cinétique, de l'énergie acquise avec la vitesse, qui va être stoppé brutalement. Cette énergie doit se diffuser quelque part, donc elle va se diffuser le long de la conduite. Même un petit robinet, si vous le fermez trop rapidement, vous avez un clonk qui va s'entendre. C'est le coup de bélier. Donc l'eau est arrivée, elle a tapé, elle s'est répercutée dans les conduites. Donc cette énergie va finir par se dissiper dans toute l'installation. Et les points faibles, typiquement les coudes ou un tuyau un petit peu ancien, ça va finir par casser. Bon là, c'est un peu des exemples un peu trash, mais ça va casser. Alors ça, c'est pour le principe quelque part dans une maison. Mais, petite précision, avant d'aller plus loin, il faut à peu près, un réseau d'eau doit arriver chez le particulier ou dans une structure, sauf conditions particulières, entre 3 et 4 bars de pression. Pourquoi? Parce que quasiment toutes les machines, lave-linge, lave-vaisselle, etc., fonctionnent à une pression nominale de 3 bars et demi. Donc ils sont capables de supporter jusqu'à 4 bars de pression. Alors, quand je dis sans spécificité, c'est si vous avez, je sais pas, peut-être une blanchisserie, peut-être que vous avez un industriel, vous êtes un gros hôtel, vous avez peut-être des besoins particuliers. Bon, ça, vous allez faire une demande. Qu'importe. Donc, 3-4 bars max de pression à l'arrivée au niveau de votre compteur d'eau. Pour monter l'eau de 10 mètres en altitude, il faut 1 bar de pression. Donc, certains d'entre vous sont en montagne, certainement. Donc, forcément, et vous n'êtes pas à 10-20 mètres, vous êtes peut-être à 500 mètres, peut-être 1000 mètres, j'en sais rien. Donc, il va falloir mettre de la pression. Donc, normalement, le réseau est bien fait. Le réseau de distribution d'eau potable est bien fait. Et il est capable d'amortir la pression pour éviter justement que trop de pression arrive à l'entrée. Et ça, c'est la théorie, sauf que là, je repense à l'Ardèche. En Ardèche, typiquement, des fois, c'est un peu compliqué de maintenir une pression à 4 bars. Moi, je suis dans l'Hérault actuellement et clairement, j'ai eu pas mal de variations sur la pression en entrée. Il y a quelques collines, ça suffit pour générer de la pression. Je reprends l'exemple de tout à l'heure de mon grand camping dans les Landes. On était en zone plane et il y avait un grand château d'eau juste à côté. Et j'ai enregistré, en étant présent, des variations de pression hallucinantes. Donc, en fait, vous avez des coups de bélier qui arrivent dans votre réseau. Et si vous ne faites rien, ces coups de bélier vont fragiliser votre installation. Et c'est là où les anti-béliers, les régulateurs de pression vont être relativement importants. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un anti-bélier? Ça va être ce type d'outil, donc le réducteur de pression. En fait, tout simplement, c'est un ressort qui va absorber cette énergie cinétique dont je parlais tout à l'heure. C'est juste fondamental. Ça fait partie je crois que ça fait partie des DTU en plomberie, donc des documents techniques unifiés, autrement dit les documents qui précisent les obligations qu'il y a dans une installation de plomberie. Vous avez différents types de diamètres, ça s'adapte totalement à vos besoins. Et je pense que c'est la première des choses à avoir, vérifier qu'on n'aura pas une pression d'entrée qui va exploser. Donc un outil qui peut être utile, c'est le manomètre qu'on a sur la gauche. C'est un petit manomètre portable, vous trouvez ça à 10, peut-être 15 € sur Internet ou dans des grandes surfaces de bricolage. Vous démontez par exemple un robinet, vous le dévissez, vous le mettez dessus sur la partie basse. Ici, ça s'enfonce bien dans le robinet et vous regardez la pression qu'il y a. Et là, ça peut être
parfois instructif. J'ai vu effectivement des fois basculer de 4 à 8 en l'espace de quelques secondes, et là vous sentez bien que l'installation va souffrir. Donc voilà, moi je conseille fortement d'utiliser des réducteurs de pression, sachant que c'est quand même comment on appelle ça, un consommable. Consommable, ça veut dire quoi? C'est une pièce qui est faite pour casser avant le reste de votre installation. Donc si un jour vous avez un réducteur de pression chez vous, dans votre bâtiment, et que d'un seul coup il n'y a plus de pression, vous avez vraiment un tout petit filet d'eau, c'est que le réducteur est mort et qu'il va falloir le changer. Mais bon, ça arrive relativement rarement. En même temps, moi ça fait 8 ans que je suis dans ma maison et ça fait le 3e que je consomme. Donc on peut dans certains cas avoir des coups de bélier qui sont assez fatales pour les installations et pour ce type d'outils. Donc là, vous allez voir beaucoup de choses que je vais vous raconter, c'est peut-être du bon sens, c'est aussi beaucoup de b.a.-ba de plomberie. Donc j'invente rien en soi, c'est juste un récapitulatif de ce qui existe. Donc toujours sur notre connaissance du réseau, je conseille aussi fortement la sectorisation. Sectorisation, c'est quoi? Vous avez votre réseau d'eau communal, vous avez votre compteur général, vous avez un bâtiment, éventuellement une piscine, et puis voilà. Bon, normalement, si vous faites les choses bien, vous avez un compteur spécifique à la piscine. Ça fait partie des règles que vous devez respecter, mais bon, mettons cette question de côté. La sectorisation, ça va servir à quoi? Voilà, vous avez un bâtiment, c'est une chose. Imaginons que vous en ayez plusieurs ou plusieurs parties dans votre bâtiment. Là, j'essaye de faire de brosser large à la fois le gîte, l'hôtel, le gros hôtel, le camping et le gros camping. Ça peut être des bâtiments, ça peut être des secteurs de bungalows pour un camping, bon, qu'importe. Ça peut être des étages. Et si vous avez un problème, on parlera des recherches de fuite tout à l'heure, vous avez une fuite, voilà, où est-ce qu'elle est? Alors, première chose, c'est qu'on peut mettre quelques compteurs, là, par exemple, sur chaque bâtiment. Ça permet de dire, la fuite, d'où vient-elle? Effectivement, je constate que ça vient du bâtiment vert. Ok, très bien. Mais peut-être que le bâtiment vert, c'est plusieurs étages. Donc, la sectorisation, consiste à mettre des compteurs divisionnaires le plus possible, dans le plus d'endroits possible, pour justement détecter les fuites. Théoriquement, si on fait les choses bien, la somme de toutes les consommations de chacun des 2, 4, 6, 8 compteurs qui sont là, ça va faire la consommation du compteur général. Donc on reparlera des suivis de consommation tout à l'heure. Mais ça peut être un moyen, déjà un premier moyen de vérifier qu'il n'y a pas de souci. Et comme en plus chaque compteur sera normalement associé à une vanne de sectorisation, donc une vanne de fermeture du réseau, ça permet d'isoler correctement chaque secteur potentiellement à risque de votre installation. Donc là aussi, ça fait partie des choses à faire, je pense, et c'est relativement utile parce que c'est grâce à ça qu'on détecte des fuites quand on sait qu'il y a une fuite quelque part. Vous avez un grand bâtiment, ok, je sais que j'ai une fuite. On verra tout à l'heure les fuites. Si vous savez pas où elle est, avec la sectorisation, on ferme secteur par secteur et on regarde sur quel secteur il y a un souci. Sur le principe, c'est assez évident. Ça peut avoir un coût selon la taille de la structure. Sur un hôtel, par exemple, vous sectorisez chaque étage, je pense que c'est rentable. Sur un petit gîte, ce sera peut-être moins rentable. Tout dépend des risques que vous connaissez ou des installations que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. Ça peut être aussi un moyen de cumuler avec la connaissance faible d'un réseau. Vous n'avez pas de plan, par exemple, ça permet de compenser. Donc, j'en ai parlé, les compteurs sont en place, vous pouvez commencer à faire vos suivis de consommation. Alors, le suivi de consommation, la chose la plus simple à mettre en place, alors même si vous n'avez pas sectorisé, c'est ce qu'on appelle la relève à vide. La relève à vide, c'est quoi? C'est que vous fermez tout usage de l'eau, donc pas de chasse d'eau, pas de robinet en activité. Donc vous vérifiez que tout ce que vous connaissez est bien fermé.
Et puis, sur une période où vous savez qu'il n'y avait pas d'activité, donc par exemple pendant les vacances ou fermeture de votre installation, juste avant de la réouverture, ça peut être utile. Vous regardez votre compteur, vous remettez votre réseau principal en eau et puis vous regardez s'il y avait de la consommation. Alors, le meilleur moyen, c'est de le regarder sur une période de temps longue. Pourquoi? Parce que si vous avez une petite fuite sur une période de temps courte, ça va pas être visible. Si vous prenez un week-end, une semaine, forcément comment dire, l'indentation du compteur va pouvoir s'activer et tourner. Il arrive parfois que des petites fuites ne soient pas assez importantes pour enclencher la rotation d'un engrenage du compteur, selon le type de compteur que vous avez. Donc voilà, la relève à vide, c'est un bon moyen. La solution la plus simple quelque part pour suivre ses consommations, c'est déjà de regarder le compteur général. Euh, et là, je disais, oui, que ne comptez pas sur la collectivité, le syndicat des eaux pour vous fournir des données. Ça va dépendre je dis ça, ça dépend des syndicats. Certains syndicats vont vous envoyer une facture semestrielle. Donc, si vous avez un problème, ça va être très compliqué. Puis, vous n'allez pas être capable de faire le distinguo entre les périodes. Typiquement, si vous recevez une facture au mois de juillet, vous savez que vous aurez une consommation de temps entre janvier et juin. Super, une période peut-être un peu plus calme pour la partie hivernale et peut-être plus active pour le printemps et début été. Donc, ça va tout englober, ça va pas être pratique. Les seuls d'entre vous qui vont être avantagés, comme je le disais, c'est ceux qui bénéficient d'un compteur en ligne, compteur type Linky, mais pour les compteurs d'eau. Certains syndicats le font, pas tous, parce que ça coûte cher et ça se répercute forcément sur la facture d'eau. Mais si vous avez ça, je vous invite vraiment à l'utiliser pour faire un suivi des consommations, parce que là, si vous avez un problème, vous le voyez immédiatement. Donc, revenons au cas le plus courant. Pardon. Vous relevez votre compteur tous les mois, par exemple. C'est un peu le minimum. Et puis, vous faites un ratio. Par exemple, là, c'était sur un camping de mémoire. Vous le faites un ratio avec les nuitées. Donc, je sais qu'en janvier, j'avais tant de clients. J'ai consommé tant. Ce qui donne un tableau, un petit graphique comme j'ai fait en dessous. Donc en vert, c'est les consommations et en bleu, c'est le ratio. Donc le ratio, c'est donc la consommation du mois divisé par le nombre de nuitées. Autrement dit, j'ai un volume, c'est généralement des litres par nuitée. Et là, dans ce cas-là, c'était très intéressant parce qu'on voyait bien qu'il y avait un problème en été. Alors certes, en été, la piscine fonctionne, les gens prennent plus de douches, mais ça n'expliquait pas tout, parce qu'en fait, en l'occurrence, il y avait des problèmes de gestion, un peu du gaspillage d'eau sur du lavage, par exemple, sur des espaces verts, des fuites, sur certains réseaux qui n'étaient fonctionnels qu'en été. Donc là, on voit bien que autant toute l'année, le ratio, il est en l'occurrence aux alentours de 80-90 litres par nuitée, et puis pendant les 2-3 mois d'été, ça explose. Ça peut augmenter, ça peut être cohérent, mais faut comprendre pourquoi. Donc le but du jeu, on en reparlera un petit peu plus tard, juste après d'ailleurs, c'est de comprendre ces variations. Ok, j'ai moins d'eau, c'est normal. J'ai eu moins de clients, ok. J'ai plus d'eau, j'ai plus de clients, mais est-ce que c'est en rapport? Et là, on voit bien que c'est pas du tout corrélé. Donc, vous pouvez faire ça sur papier, sur un tableur tout simple, Excel ou LibreOffice, et puis vous faites vos évolutions. Plus ce sera précis, c'est-à-dire plus le pas de temps sera réduit, plus vous allez identifier des problèmes. Là aussi, si vous faites sur un mois, bon, est-ce que c'est pertinent? Les mois de faible fréquentation, oui. Les mois de forte fréquentation, c'est peut-être trop long. Le pas de temps est peut-être trop long. Donc, si vous pouvez le faire toutes les semaines, c'est génial. Si c'est tous les jours, alors là, c'est la fête. Parce que là, vous pouvez vraiment dire, j'ai eu tant de clients aujourd'hui et j'ai consommé tant d'eau aujourd'hui. Et là, la corrélation, elle est très, très simple à faire. Il y a moins de questions en suspens. Mais ça veut dire qu'il faut se prendre un petit moment, 5, 10, 20 minutes en fonction de là où est votre compteur, pour le noter.
Donc, on verra tout à l'heure quelques solutions techniques pour vous accompagner là-dedans. Mais bon, déjà, la solution la moins chère, c'est de, comment dire, c'est de le faire à la main et d'observer. Si vous avez des grosses installations, des grosses consommations, le mieux c'est de mettre en place un suivi automatique. Il existe plein d'outils. Donc là, j'en présente quelques-uns. Donc celui du haut, là c'est vraiment un des capteurs que vous branchez sur le réseau. Donc ça veut dire couper le réseau, implanter ce capteur qui va être connecté à une centrale qui là va pouvoir vous rendre une multitude de services, parfois couper la consommation si vous avez fixé un seuil. Au-delà de, je dis n'importe quoi, un équivalent de 200 litres par nuitée, ça pose problème. C'est pas normal. Donc on coupe. Si la consommation instantanée est trop élevée, on coupe. Même si mon hôtel est plein à craquer, que tout le monde prend une douche au même moment, je sais que j'ai une consommation de temps. Si elle dépasse cette valeur, c'est qu'il y a un souci. Donc on peut avoir ce genre de système. Des systèmes après plus simples, ceux qui sont en dessous. Sur les compteurs d'eau, donc là je parle du compteur général ou même des compteurs de sectorisation, vous pouvez mettre, donc c'est celle qui est à droite, vous pouvez mettre des petits capteurs, alors soit en Bluetooth, soit en filaire, soit avec d'autres types de capteurs qui renvoient ça sur votre box. Vous avez donc plein de systèmes différents qui permettent de compter vos consommations, hein, tout simplement. Et vous avez donc là ces robots qui est une entreprise. Bon, j'ai pas de part dans toutes ces entreprises. Hein, c'est juste des exemples qui sont assez parlants, qui va pouvoir vous afficher sur une page web votre consommation, et certaines applications vont vous envoyer un message d'alerte, un peu comme celui du dessus de détection, celui qui est juste sous le type détection suivi automatique, qui vont vous envoyer des alertes pour vous informer que votre consommation est anormale. Donc à vous après d'agir en conséquence. Alors comment savoir que votre consommation est anormale? C'est en estimant votre consommation justement. Comment est-ce qu'on va estimer la consommation? Alors là, c'est un peu, faut tâtonner. Donc là, un exemple d'une étude que j'avais faite sur un camping. Il y avait beaucoup de bungalows. Donc l'idée, c'était d'estimer le temps de fonctionnement de chaque poste de consommation. Donc là, ça veut dire qu'on passe en revue l'intégralité des postes de consommation. Et on regarde déjà le débit. Alors le débit, on va pouvoir le mesurer avec ce type d'appareil. Là aussi, ça coûte 10-15 € sur Internet, dans les grandes surfaces de bricolage. Les magasins de plomberie en proposent. C'est tout simple. Vous ouvrez votre robinet, vous laissez l'eau s'écouler, et puis vous allez avoir votre niveau d'eau qui va monter. Ça vous permet de dire si votre robinet est à 5 litres par minute ou 10 litres par minute. Donc ça peut être un bon moyen. Vous estimez, c'est là où c'est un peu pifométrique, vous estimez le temps d'écoulement. Une douche de 3 minutes, est-ce que c'est raisonnable? Bon, vu vos clients, ce sera peut-être plus 5 minutes, peut-être un peu plus, peut-être moins, c'est à voir. Combien est-ce qu'on va en prendre? Peut-être une en moyenne sur l'année, peut-être 2 sur la période estivale, peut-être un petit peu moins en moyenne, hein, toujours en hiver. Bon, il faut tâtonner. Et du coup, vous finissez sur chaque poste. Donc là, on était sur des bungalows, il n'y avait pas beaucoup de postes de consommation. Et on disait, voilà, grosso modo, on était à 102 litres pour une unité. C'est vous qui l'estimez, ça. Et vous faites, du coup, on avait 57 000 et quelques unités, donc ça représente 5 000 mètres cubes sur l'année sur ce poste. Il va falloir tâtonner. Est-ce que vos chiffres sont cohérents? Oui, non, j'ajuste. Ce tableau, vous l'ajustez. Vous faites pareil sur tous alors là, le même site, sur tous les postes de consommation. Donc parfois, on a des informations très précises. Par exemple, une machine à laver, on sait combien de temps elle va fonctionner parce qu'il fallait mettre une pièce. Donc là, il y a les archives, on sait comment elle fonctionne, on a les données techniques. Après, le nettoyage des sanitaires, voilà, grosso modo, c'était avec un seau. Donc on sait qu'on remplit 1 ou 2 seaux par lavage.
on estime, et puis on fait le total. Donc on était tout à l'heure à 5 000 et quelques, là 3 008, donc on était aux alentours de 9 000 mètres cubes à l'année. Et vous regardez votre facture d'eau sur l'année. Est-ce qu'on est grosso modo à 10, 11 000, 12 000? Ouais, bon, bah, ok, on peut se dire qu'il y a une marge d'erreur. Hein. La marge d'erreur, elle est plutôt aux alentours de 30%, parce que j'insiste, hein, c'est un peu au nez qu'on va faire ça. Par contre, si vous arrivez à une facture de 20 000 mètres cubes, vous allez dire, soit je me suis complètement raté sur mon estimation, soit il y a des consommations, il y a des fuites quelque part, il y a des consommations qui sont totalement incohérentes. Et donc, ça permet de voir ce qu'il en est. Donc, ce travail peut être fastidieux. Faut revenir dessus régulièrement, mais c'est un bon outil qui permet de donner des résultats relativement précis. Si vous voulez pas être imprécis, justement, il existe des systèmes, comme tout à l'heure, des systèmes qu'on va poser sur le tuyau, mais qui vont pas être intrusifs. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de couper la conduite. Vous les posez et ça enregistre votre consommation. Donc ça peut être intéressant de dire, bah voilà, tout ce réseau de bungalows, cet étage dans mon hôtel ou ce bâtiment dans mon gîte va consommer tant. Je savais que j'avais tant de personnes. Bon, ben, grosso modo, je m'embête plus à faire un distinguo précis entre les WC, la douche, etc. Je sais que cette partie consomme tant. J'avais tant de personnes, donc je refais mon ratio. Donc voilà, le but, c'est de trouver des liens. Alors, ce type d'appareil, il faudrait que je vous donne les références si vous voulez. Je réponds à la question du coup. Ça peut se louer, pardon. Donc, on n'est pas obligé de l'acheter parce que l'achat peut être assez compliqué. Vous avez beaucoup de boîtes qui proposent des recherches de fuite qui utilisent ce type d'appareil. Donc, ça peut être, parce que c'est un peu le b.a.-ba, en fait, pour rechercher une fuite, est-ce que vous consommez de manière irrégulière ou pas? La nuit, quand tout le monde dort, est-ce qu'il y a une consommation d'eau? Oui. Ah, c'est qu'il y a un problème. Et non, il n'y a pas de consommation type de l'eau par type d'établissement. Un gîte de 5 chambres, là, en fait, le truc, c'est la consommation va dépendre des usagers. Ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas la main sur les usagers. Quelqu'un qui se dit, ah, j'en profite, je me détends, je passe 1 heure sous la douche tous les matins parce que je suis en vacances. Vous allez avoir une consommation élevée. Donc, on peut dire, il faudrait rester 2 minutes sous la douche ou 5 minutes sous la douche. OK, mais il n'y a pas de valeur. Et puis, ça dépend aussi. Si vous êtes sur un camping en montagne, par exemple, ou un gîte en montagne, ça va être totalement différent d'un gîte sur la Côte d'Azur. Sur la Côte d'Azur, on va peut-être aller se baigner 1, 2, 3 fois dans la journée. Donc, on va rentrer, on va prendre une douche pour se dessaler. Dans le gîte en montagne, on va faire notre rando, on rentre, on prend une douche, c'est réglé. Donc, il n'y a pas de données, réelles. Vous pouvez trouver à droite à gauche sur Internet des données, mais qui sont beaucoup moins valables. La consommation globale moyenne française diminue d'année en année. Et là aussi, ça dépend de plein de choses. Je vois sur ma commune, j'ai beaucoup travaillé avec le syndicat des eaux de ma commune. En l'espace de 4-5 ans, la consommation d'eau a diminué. Pour une raison toute simple, hein, tout le monde a des factures qui sont plus élevées qu'avant. Eau, électricité, énergie en général, et puis la nourriture, enfin bref, tout augmente. Donc, tout le monde essaye de faire des économies. Et pour le coup, est-ce qu'on garde ces bonnes habitudes quand on part en vacances? Je ne sais pas. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Ça dépend vraiment du public, ça dépend de plein de paramètres. Donc, je suis désolé, non, il n'y a pas de... Oui, c'est tout à fait pour Lou. Effectivement. Donc, quand je dis connaissance du réseau, c'est là en fait. Est-ce qu'on connaît bien notre site et est-ce que c'est notre connaissance, la connaissance qu'on en a priori, est cohérente avec nos factures. Alors, je prends un peu d'avance. Le problème des fuites, c'est que vous en avez beaucoup qui sont imperceptibles. Petite fuite deviendra grande. Vous avez une fuite. Bon, vous êtes arrivé sur n'importe quoi, vous rachetez un gîte. Vous avez une fuite.
que personne n'avait détecté parce que c'est des petits trous par-ci par-là. Et puis les petits trous vont augmenter. Mais finalement, votre consommation va Ouais. augmenter d'année en année, mais imperceptiblement. Un objectif de consommation globale sur le Voilà. territoire, mais pour votre activité, ça va être très compliqué. Je sais que l'agence de l'eau Loire-Bretagne avait tenté il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, de faire des ratios justement gîtes, camping, hôtel, et il y avait de telles variations que ça voulait rien dire en fait. Donc, entre le camping qui est sur le littoral, le camping qui est dans l'arrière-pays, l'hôtel en fonction du standing, en fonction du type de clientèle, est-ce que c'est des commerciaux qui viennent là pour la soirée étape ou est-ce que ce sont des familles, enfin bref, c'était assez délicat. Donc, non, je suis désolé, j'ai pas de réponse à ce niveau-là. Juste pour compléter ce que je disais là-dessus, c'est que enfin, c'est pour ça que nous aussi, on étudie, on va étudier les choses localement en Ardèche, mais en lien avec les syndicats des eaux Ouais, locaux et en lien avec les filières professionnelles, justement là-dessus, pour avoir aussi des testeurs, entre guillemets, un peu type, on va dire, sur les différentes filières et pour avoir accès justement aussi aux consommations et auprès des entreprises qui le souhaiteraient, quoi. Voilà. ouais. Ok. Du coup, je continue. Ouais, On a parlé un peu des fuites, du coup, je vais faire un petit focus sur les fuites, euh, sachant que c'est quand même le gros problème, hein. Quand on maîtrise les fuites, on a déjà fait une bonne partie du travail. Donc, je parle à la relève à vide, hein, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement pertinent, utile. Un exemple j'avais fait un suivi une fois sur une collectivité. Et on avait une surprise. Alors, je le prends tout le temps comme exemple parce que c'était assez hallucinant. On avait trouvé qu'il y avait c'est dans une école municipale, primaire, donc primaire maternelle, et on avait constaté il y avait une fuite quelque part forcément parce que le week-end, il y avait une grosse consommation d'eau. Et donc, on avait passé en revue tous les points d'eau, il n'y avait pas de souci, beaucoup de conduites semblaient saines. Et puis, à un moment, on passe devant une porte et on se dit, on n'est jamais rentré dans cette salle. Oh, bah non, c'est bon, c'est fermé depuis des années, ça sert à rien, plus personne ne sait ce qu'il y a dedans. Donc, on a quand même, après, en ayant assisté, on a réussi à l'ouvrir. Heureusement, c'était d'anciens sanitaires qui avaient été fermés 30 ans auparavant. Donc, des sanitaires qui sont pas entretenus, ça veut dire des joints qui finissent par casser. Et chaque robinet, chaque WC fuyait allègrement. Donc, les relèves à vide, ça permet entre autres ça. Bon, là, c'est un peu le cas extrême et le cas facile. Là, vous mettez une vanne de sectorisation et c'est fini, la consommation se casse la figure, c'est génial. Euh, mais voilà, quand je parle aussi de la connaissance du réseau, c'est une connaissance historique. A fortiori, quand il y a eu plusieurs propriétaires et éventuellement plusieurs agents techniques. Parfois, les agents techniques ne pensent pas à, à garder une trame de l'installation. Donc voilà pour ça. Ensuite, les fuites, il va y avoir petites et grosses fuites. Qu'est-ce que j'entends par là? La grosse fuite, bon voilà, vous avez une casse, tout de suite, votre consommation s'envole. Et puis, vous avez très certainement soit une tache d'eau dans votre extérieur. Vous allez avoir de l'eau. Alors, en été, c'est génial. Vous avez tout de suite une zone qui est bien verte autour d'une zone qui va être plutôt sèche. Donc là, il y a clairement un problème. Si c'est à l'intérieur, oui, malheureusement, ça peut être de l'eau qui coule du plafond, du placo qui commence à moisir. On va s'en apercevoir. C'est pas toujours agréable, mais on s'en aperçoit. Donc la grosse fuite, c'est un problème parce que c'est un gros volume d'eau qui va faire qui peut faire beaucoup de dégâts. Mais généralement, on la détecte assez bien. La petite fuite, par contre, des fois, comme je le disais tout à l'heure, elle est discrète. Et puis, c'est la petite fuite qui s'accumule d'année en année. Et on se dit, voilà, ok, les gens consomment un peu plus. Ou oui, comme généralement, vous regardez plus le prix de la facture, le montant de la facture et pas le volume d'eau. Vous ne faites pas attention. En fait, oui, ok, je paye plus cher, normal, tout augmente. C'est comme ça. Bon, bref. Et donc, ça peut être. Et puis, voilà, si on ne fait pas un suivi précis, on ne sait pas pourquoi ça augmente. On va le dire, c'est les clients qui sont irrespectueux, c'est ainsi. Mais cette petite fuite va augmenter, puis un jour, elle va prendre un volume où là, vous allez vous dire, quand même, cette année, je consomme beaucoup plus. Donc,
mais il peut se passer 10, 15, 20 ans avant qu'on s'en aperçoive. J'insiste, hein, des fois, c'est vraiment lissé d'une année en année. On voit qu'il y a une augmentation régulière. On se dit, bah ouais, c'est comme ça. Et puis, ça peut être noyé, sans jeu de mots, dans, dans toutes les consommations du site. Dernière chose sur cette notion de taille, c'est que parfois, une petite fuite, financièrement, c'est pas intéressant de travailler dessus. Je parlerai des groupes de sécurité tout à l'heure. Donc ça, c'est les installations qu'on a sous le chauffe-eau. J'ai vu une fois un groupe de sécurité qui était cassé. Et c'était, allez, un seau par semaine. Donc un seau de 10 litres qui était perdu par semaine. Bah, c'était dans des bureaux, les gens se sont pas embêtés, ils mettaient le seau et puis ils arrosaient les plantes avec. Même si un groupe de sécurité, c'est 30, 50 euros selon l'installation, est-ce que ça valait le coup de dépenser ça quand on est à 4 euros le mètre cube, 10 litres par semaine, ça va vous faire 1 mètre cube tous les 2 ans, donc 2 euros par an. C'est pas très intéressant. Toujours pareil. Est-ce qu'on aborde la question sous l'angle économique ou sous l'angle conscience écologique? Donc voilà, il y a cette notion économique derrière. Des gens laissent fuir l'eau parce que bah, il va falloir faire une tranchée énorme pour retrouver la fuite, pour la stopper. On laisse comme ça, on sait qu'il y a une fuite, et puis le jour où ça pètera vraiment, on agira. Donc, bah, chacun fait comme il veut. Là-dessus, il n'y a pas de règle. Et cette notion de visibilité, bon, je l'ai déjà abordé. Est-ce qu'une fuite est visible ou pas? Les fuites visibles étant bien plus pratiques pour tout le monde, parce que justement, on peut agir et on sait où est le problème. Quand elles ne sont pas visibles, c'est assez compliqué. Donc là, pareil, si vous avez une suspicion de grosse fuite, vous avez des entreprises de recherche de fuite qui sont de plus en plus nombreuses, et vous avez une multitude d'appareils qui existent. Là, clairement, je vous conseille de passer par des spécialistes. Je m'étais formé un peu à la recherche de fuite en acoustique. Faut avoir l'habitude. Quelqu'un qui a l'habitude va vous dire, bon, bah, vous avez une fuite, elle doit être à 5-10 mètres d'ici, non, même pas 5-6 mètres, c'est vraiment celui qui a l'habitude, il est assez précis. Vous entendez péniblement un petit ploc, un petit son. Donc, je conseille de passer par des spécialistes, c'est leur métier, et puis ils vont avoir du matériel pour scanner un mur, pour chercher des traces d'humidité, etc. Donc, c'est autant faire appel aux gens qui savent plutôt que d'essayer de bricoler quelque chose. Là, toujours pareil, si vous ne savez pas où est votre fuite. Bah, je vais peut-être passer vite pour les piscines parce que ça, bah, voilà, là par contre, je vais présenter ça. Donc, production d'eau chaude. Vous avez tous été confrontés, je pense, à ce problème. Parfois, l'eau chaude met du temps à arriver. Grand classique. Pourquoi? Bah, parce qu'en fait, on est juste trop éloigné du chauffe-eau. Et en fonction de la taille de la conduite, on peut on peut perdre du temps d'eau. Et donc, c'est des volumes d'eau qui peuvent se perdre. Alors là, je vous propose un petit calcul tout simple. Imaginons que le point de puisage soit situé à 20 mètres du chauffe-eau. Sur un tube de 25 mm, qui est un diamètre classique, vous avez peut-être plus. Bref, donc là, je voulais aimer la formule. Et pour que l'eau chaude arrive, il va falloir attendre 14 secondes. 14 secondes, ça fait grosso modo 10 litres. Donc, si c'est 2 fois ça par jour et ce tous les jours, on commence vite à avoir un volume perdu. Et puis, il y a le confort aussi. Beaucoup de gens vont râler. Ouais, je suis sous la douche, je suis obligé de mettre de laisser couler l'eau chaude en attendant que l'eau froide s'évacue. Donc, c'est compliqué. Donc, en termes d'image, ça peut être connoté négativement. Donc, une astuce, c'est d'utiliser un petit chauffe-eau instantané au gaz, donc vraiment un petit chauffe-eau. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre en marche uniquement quand l'eau est froide. Donc, vous remplacez vos 14 secondes par de l'eau chaude directement. Et là, un petit chauffe-eau, c'est moins d'une centaine d'euros au max, avec une petite bonbonne, hein, une Twinnie, les toutes petites bonbonnes. Ça rentre dans des espaces assez discrets, et ça peut réduire ce temps d'attente. Et parfois, en termes d'image, c'est positif. Et puis en termes de volume, si vous avez un diamètre plus gros et une distance plus grande, on n'est plus à 10 litres, hein, on monte vite. Donc selon les, comment dire,
Selon vos besoins, ça peut être intéressant d'y réfléchir. Pour ceux d'entre vous qui sont sur des campings, sur les espaces sanitaires, parce que c'est souvent là où il y a des besoins, vous pouvez utiliser, si ce n'est déjà fait, un circuit bouclé, c'est-à-dire que l'eau chaude circule en permanence avec une pompe. Donc vous avez un transfert permanent d'eau chaude et quand il y a un besoin d'eau chaude, hop, c'est épuisé. Donc ça fait une petite consommation d'énergie, mais globalement ça permet de lisser le besoin d'eau chaude. Bien évidemment, les conduites vont être isolées thermiquement pour éviter une déperdition de chaleur, mais ça peut être un intérêt. Sur un bâtiment, s'il n'a pas été conçu pour, c'est pas la peine, vous allez vous casser les dents sur cette solution. Donc toujours sur la production d'eau chaude, pardon, c'est l'utilisation de vases d'expansion. Alors qu'est-ce qui se passe? L'eau, plus elle est chaude, plus elle se dilate et prend plus de volume en fait. Grosso modo, si vous avez un ballon d'eau chaude de 300 litres, que vous le chauffez à 70 degrés, l'eau va gagner à peu près 7 litres ici. Donc en fait, il vous faudrait 307 litres. Où partent ces 7 litres? Généralement dans le groupe de sécurité ou dans le vase d'expansion. Alors le groupe de sécurité, justement, le but, c'est d'éviter qu'il y ait trop de pression dans le ballon d'eau chaude. Et donc, si vous avez une augmentation du volume, vous avez une augmentation de la pression. Et donc, cette eau, ces 7 litres vont être évacués par le groupe de sécurité. Donc, ce qui veut dire que vous allez avoir une perte d'eau assez régulière. C'est pour ça qu'on a inventé le vase d'expansion, le vase sanitaire ici sur le diaporama. L'idée, c'est quoi? Ce vase d'expansion est rempli d'un gaz qui va absorber justement ce volume supplémentaire. Pour juste petit rappel, hein, un liquide n'est pas compressible, l'eau n'est pas compressible, contrairement à un gaz. Donc, à volume égal, on peut mettre plus de pression dans le gaz. Et ces 7 litres vont être réinvestis après dans le chauffe-eau. Donc, ça peut être une alternative. J'ai souvenir d'un camping avec des bungalows où il n'y avait aucun vase sanitaire, vase d'expansion. Et on avait un plic-ploc permanent. Donc, c'était une goutte, et j'ai plus les chiffres en tête, mais sur 24 heures, ça a commencé sur les 50-100 bungalows, ça a commencé à faire un volume non négligeable. Donc, ça peut être une solution intéressante. Bien évidemment, si vous avez un chauffe-eau avec un réservoir, si vous avez un chauffe-eau instantané, c'est pas intéressant. Alors, toujours en lien avec l'eau chaude, je suppose que vous avez probablement déjà mis en place des mitigeurs. Le gros avantage, c'est que là, on règle la température, on règle l'eau, donc on a une entrée, une arrivée d'eau à la température souhaitée beaucoup plus facile à régler que quand on a 2 robinets où il faut tâtonner et pendant qu'on tâtonne, c'est un volume d'eau qui se perd. C'est pas énorme, mais ça peut représenter dans certains cas, si vous avez 100 chambres dans un hôtel qui sont comme ça, ça peut commencer à faire un volume important. Donc les mitigeurs, c'est quoi? C'est ce type de robinet classique, à bascule ou robinet comme ça. Ça devient un peu la norme sur des vieilles installations. Franchement, je conseille parce que c'est confortable et puis beaucoup de gens s'y habituent. Vous pouvez aussi mettre un mitigeur thermostatique sur le réseau. Là, carrément sur le réseau. Donc, avant, par exemple, la distribution de l'eau chaude dans une salle de bain ou dans un bloc sanitaire, vous vous dites, voilà, je vais limiter ma température à 50 degrés, 40 degrés. Ce qui veut dire que votre production d'eau chaude, elle, va fonctionner. Et comme on va la couper de l'eau chaude avec de l'eau froide, ça va réduire un peu les besoins d'eau chaude. Donc, accessoirement, vous allez faire des économies d'énergie aussi. Et ça peut être un bon moyen de contrôler pour éviter que les gens consomment trop d'eau chaude, par exemple. Vous savez qu'ils vont être limités à 50 degrés. Et même si vous chauffez votre ballon à 70, peut-être 80 si vous avez envie, ça peut être un choix. Alors sur les températures de chauffage des ballons, j'ai envie de dire, voyez avec vos plombiers, il n'y a pas de solution idéale. Certains vont vous dire, si on chauffe trop, ça fragilise l'installation, ce qui est pas faux. Si on chauffe moins, on consomme plus d'énergie. Si on chauffe pas assez, à certains moments, ça va générer éventuellement la légionellose. Bon, la légionelle et la bon d'eau parce que c'est quand même une bactérie très 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 rare, a fortiori sur des réseaux simples comme ceux que vous avez tous. Même sur un gros hôtel, on est sur des installations sanitaires assez classiques.
Sanitaire toujours, les WC. Alors, sur internet, on trouve énormément d'idées saugrenues qui disent, limiter le volume de la cuvette, par exemple. Alors soit avec une brique, ça c'est on le trouve plus trop, mais bon, des fois sur des sites qui ont obligé de se mettre à jour, vous avez ça. Ou tout simplement, vous avez des boîtes qui vendent des petits sachets qui vont être remplis de trucs de bidule, j'en sais rien. En fait, le but, c'est de réduire le volume d'eau dans la cuvette. L'idée, c'est quoi? C'est de, quand vous tirez la chasse, vous réduisez le volume d'eau, donc vous faites des économies. On sait très bien que les toilettes, c'est un des postes d'économie. Mais le problème, c'est que si vous avez des vieilles assises, des vieilles cuvettes de WC, le volume d'eau va être adapté à la chasse de l'eau. Dit autrement, et ça vous est peut-être déjà arrivé, vous tirez la chasse, et le nettoyage est pas complet. Et on est obligé finalement de tirer une fois, deux fois, trois fois pour que ce qui doit être chassé soit chassé. Et donc ça, c'est juste parce qu'il n'y a pas assez d'eau qui arrive et c'est que la cuvette est vieille. On a réduit le volume alors qu'il n'aurait pas fallu. Donc ça, c'est une solution qui est vraiment pas pertinente. Et de la même manière, si vous utilisez parfois toujours sur des vieilles cuvettes des systèmes double chasse, ou dit à économie d'eau, on va avoir le même problème. On réduit le volume, alors qu'il peut-être on le réduit à 6 litres alors qu'il fallait 10-11 litres d'eau pour chasser. Donc malheureusement, à part changer la cuvette, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc tout ça pour dire que optimiser réduire le volume, c'est pas une bonne idée j'insiste là-dessus, sur des vieilles installations. Bon, je pouvais pas parler des sanitaires sans parler des toilettes sèches. Alors là aussi, ça dépend du standing. L'année dernière en Ardèche, on m'a dit ouais, les toilettes sèches en Ardèche, ça fait partie du folklore. Oui, ok. C'est sûr que ça s'adresse pas à n'importe quel public. Donc avoir de la sueur qu'on va mettre dans un seau et on va faire caca dans le seau, bon, tout le monde n'apprécie pas ce genre de démarche. Donc, effectivement, j'ai envie de dire, ça se réserve à un certain type de public, à un certain type d'installation. Néanmoins, certaines boîtes se sont dit, on va mettre en place des toilettes sèches un peu plus sympas, et en tout cas qui nous maintiennent dans nos habitudes en fait de WC. Donc là, par exemple, Lovely Toilette, mais c'est pas les seuls qui en proposent. Là, l'idée, c'est qu'au lieu d'avoir la sueur qu'on va mettre, on s'assied sur la cuvette, on fait ce qu'on a à faire, et tout va tomber en dessous. L'inconvénient, c'est qu'il va falloir forcément nettoyer, et ce qui n'est pas toujours très pratique. Alors dans cela, ils ont un avantage, par exemple, si vous voyez, l'urine va arriver dans un autre bocal avec un stabilisateur pour éviter que ça se transforme en ammoniac et cette odeur piquante qu'on a dans des WC sales. Voilà, la seule contrainte, c'est qu'il faut un espace en dessous. Donc j'aime beaucoup leur schéma, c'est qu'il va falloir se glisser sous le plancher pour aller nettoyer. C'est pas très confortable. Vous avez d'autres boîtes comme Ecodomeo, là par contre c'est beaucoup plus cher. On garde l'habitude d'une manipulation, on tire plus sur la chasse, on appuie plus sur un bouton, on active une pédale, pardon, qui va faire tourner un petit tapis. Donc les matières fécales vont être emportées dans ce tapis dans un stockage situé à l'arrière. Donc vous avez juste une cloison et la matière va partir derrière. Toujours pareil, stabilisé dans de la sciure de bois. Et les urines, tout ce qui est liquide va passer à travers ce plateau et va être stabilisé comme tout à l'heure par un autre système. Là, j'ai envie de dire, c'est une question de choix. Ça peut dépendre aussi des contraintes. Bon, là, c'est vous qui voyez. Là-dessus, il n'y a pas de règle particulière. Et du coup, j'en parlerai pas, je dirais pas plus de choses à ce niveau-là. Donc, dernier point que je voulais aborder, mais alors je vais le faire très rapidement, ce sont les piscines. Je vais aller vite du coup sur les piscines, parce que vos piscinistes vont très certainement vous informer d'un certain nombre de choses. Et puis, pour faire simple, toutes les piscines, il n'y a pas deux piscines qui sont à gérer de la même manière. Donc, je vais vous donner quelques trucs et astuces, mais
La première grosse contrainte, bah, c'est ce que vous avez à l'écran, c'est qu'on a un arrêté du 26 mai, celui que j'évoquais tout à l'heure, 2021, qui définit des classes pour les piscines et qui impose un certain nombre de règles. Et ces règles font que vous allez, dans certains cas, devoir alors interdire certaines activités, piscine, donc certains remplissages notamment vont être interdits. Donc là, c'est en fonction des degrés d'alerte qui sont des arrêtés préfectoraux, en fonction de la sécheresse. Donc tout à l'heure, on avait vu que sur l'Ain, on était en alerte et en alerte renforcée. Donc ce qui veut dire que si vous êtes en alerte renforcée, vous ne pouvez pas faire de remplissage particulier. Si vous avez envie de vidanger votre piscine, bah, vous n'êtes pas sûr de pouvoir la remplir après, sauf si l'ARS vous l'autorise. Pardon. Donc ça, c'est la première chose. Et ce que dit aussi cet arrêté, c'est que si vous avez plus de 15 baigneurs sur votre piscine, vous devez vidanger quotidiennement 30 litres par baigneur. Donc 30 litres pour 15 baigneurs, 3 fois ça fait 450 litres par jour. Je vous laisse faire le calcul, hein, 450, on est quasiment sur du 3 mètres cubes par semaine, si on n'a que 15 baigneurs. Et ce, quel que soit votre niveau d'arrêter sécheresse. Donc, ça peut vraiment devenir un vrai problème. Et puis la question qui se pose toujours, mais on gaspille finalement un certain volume d'eau, hein, 3 mètres cubes par semaine, alors qu'on est en période de sécheresse. Donc, est-ce que c'est vraiment pertinent? C'est ce que je disais tout à l'heure. Dans le cas des piscines, le règlement sanitaire est supérieur aux contraintes écologiques et économiques qui peuvent en découler. Parce que si on est à 3 mètres cubes par semaine, 3 fois 4, ça fait 12 € par semaine. Je vous laisse faire le compte à la fin d'une saison. On n'est pas sur des chiffres énormes, mais c'est toujours ça de perdu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de cette eau? Il n'y a pas 36 solutions, à part les espaces verts, je ne vois pas. Et encore pour ça, je vous conseille fortement d'utiliser un déchlorinateur. En fait, c'est un appareil qui va supprimer le chlore de votre piscine, de votre eau, pardon. Parce que, alors certains vont peut-être me dire, ouais, moi j'ai toujours balancé mes eaux dans le jardin, tout va bien. Tant mieux. Mais c'est pas tant les plantes qui vont en souffrir, c'est plus la faune, la microfaune, la faune bactériologique, les champignons qui sont dans le sol, qui à force de prendre du chlore sur la tronche vont finir par souffrir. Et bon, on va pas faire un cours sur le sol, mais pour que les plantes se portent bien, il faut que la faune du sol se porte elle bien aussi. Donc ça peut être un vrai souci. Donc je passe vite sur certains points. Donc les fuites en piscine, c'est souvent là où il y a le plus de levier. Déjà, c'est de vérifier régulièrement les installations, voir si tout va bien. Si vous avez une petite piscine, une petite installation, c'est facile. Si vous avez une grosse piscine, l'installation commence à ressembler à une piscine municipale, donc avec une gestion beaucoup plus fine et forcément plus de tuyaux, plus de risques de problèmes. Donc il faut connaître vraiment, toujours pareil, son installation. Normalement, vous avez installé un compteur divisionnaire. Donc là aussi, si vous connaissez le volume de votre piscine, que vous connaissez un petit peu votre fréquentation, vous pouvez vérifier si la consommation quotidienne de votre eau est cohérente avec l'usage qui en est fait et le volume qu'on doit évacuer si on est dans le cas de devoir évacuer au moins 30 litres par jour et par baigneur. La grande question, c'est est-ce que la perte d'eau qu'on observe est normale, c'est de l'évaporation, ou est-ce que c'est une fuite? Eh bien, un truc tout con, que vous connaissez peut-être, c'est de mettre à côté de votre piscine un récipient. Vous notez, vous le remplissez jusqu'à un certain niveau, vous notez ce niveau d'eau, vous faites ça le matin, et vous regardez, vous le mettez à côté, et puis vous laissez les gens utiliser la piscine naturellement. Et le soir, vous regardez. Vous estimez votre consommation d'eau consommée dans la journée, et puis vous regardez de combien a baissé votre seau, votre bassine. Grosso modo, en été, on est sur 1 centimètre d'évaporation par jour.
C'est énorme, hein, 1 centimètre. Et c'est 1 centimètre quelle que soit la taille de la piscine. C'est pour ça que le seau va être utile. Donc, ça peut commencer, hein, dans le cas de grandes piscines, à faire un volume assez conséquent. Donc ça vous permet d'estimer, bah oui, OK, j'ai perdu l'équivalent d'1 centimètre. Bon, bah, tout va bien. Oui, il y avait un centimètre plus les 30 baigneurs jour, bah, les 30 litres par baigneur qu'il a fallu évacuer, plus, bah, tout ce qu'on va évoquer maintenant, l'eau qui peut être sur les habits, sur les gens qui se baignent. Bon, c'est cohérent. Par contre, s'il y a un gros décalage, toujours pareil avec votre bassine, c'est qu'il y a très certainement une fuite quelque part. Et la pire fuite, bah, c'est celle que vous allez avoir dans vos conduites, celle qui ne se voit pas. Alors quelques bons usages de la piscine, là, c'est du classique, hein. Les éclaboussures, bah, moins de gens sautent dans la piscine, moins il y a d'éclaboussures et moins il y a de déperditions. Mais est-ce que c'est pertinent de dire à des touristes, «Ne sautez pas dans la piscine»? Vous êtes bien gentille madame, mais bon, moi je suis en vacances, je paye, je fais ce que je veux. Je ne sais pas si vous avez été confronté à ça, mais c'est quelque chose qui m'a souvent été rapporté. Donc c'est assez compliqué. Pareil pour le Bermuda, j'ai longtemps cru que si on interdisait le Bermuda, c'était plutôt pour des questions sanitaires. Alors oui, effectivement, hein, si quelqu'un se promène n'importe où, va se balader dans la campagne, et il revient avec son Bermuda dégueulasse et qu'il se baigne, forcément, ça va obliger d'augmenter la filtration. La filtration va être plus nécessaire, donc plus de consommation d'eau. Bref, mais globalement, hein, sur une journée, je crois qu'on perd 1 ou 2 litres, peut-être 3. Une étude assez sérieuse en Belgique avait montré qu'il y avait quelques litres qui se perdaient par jour si on était avec un short plutôt qu'avec un maillot de bain classique. Donc là aussi, est-ce que vous vous sentez en mesure d'interdire le maillot de bain classique? Bon, là, c'est vraiment à vous de voir. Et de la même manière, la douche aussi, comme les gens vont être plus propres. Bah, quand je dis propre, c'est pas dans une connotation négative, juste qu'on est en été, il y a de la transpiration. Il peut y avoir de la transpiration, c'est un peu de matière organique qui va se retrouver dans la piscine, qui va nécessiter un peu plus de chlore, un peu plus de filtration. Donc, si on nettoie tout ça, on réduit la filtration. Euh, donc, voilà, brièvement, bon, je ne vais pas détailler plus les piscines, mais je pense que ça vous donne un petit aperçu assez global de la chose. Et j'en ai fini. Et je parle tout seul depuis 5 minutes. Pardon, Non pardon, Non, ça va. non, j'avais mon micro coupé, donc ça risquait pas de marcher non plus. Pas de souci, pas de souci. Voilà, on en aura fini avec nos problèmes techniques. Ils nous ont pas épargnés. J'avais une question que j'avais conservée. Vous faisiez référence à l'arrêté en tout cas, je vais vous lire la question. Bonjour. Est-ce que l'arrêté du 12 juillet 2024 relatif aux conditions sanitaires d'utilisation d'eau impropre à la consommation humaine pour des usages domestiques ne change pas la donne sur la récupération d'eau de pluie pour les ERP? Je l'ai pas vu passer celui-là, je suis désolé, mais je ne sais pas. C'est une excellente question. Je me la note et je transférerai la réponse à Monsieur Raguet. Ouais, vous enverrez ça avec par Ouais. voie de mail. Hein. Non, effectivement. Alors, les ARS, en tout cas, parce que le gros problème, c'est que sur toutes ces questions, on a les textes de loi et leur interprétation par les ARS. Dit autrement, tant que, je ne sais pas si vous savez comment fonctionne un texte de loi, vous avez soit une loi, soit un décret d'application et éventuellement des arrêtés. Là, c'est quel type de texte que vous... C'est l'arrêté du 12 juillet 2024 relatif aux conditions sanitaires d'utilisation d'eau impropre à la consommation humaine pour des usages domestiques. Alors là, dans ce que j'entends, c'est l'usage domestique. Donc a priori, ERP, on n'est pas sur un usage domestique type. Et les ARS vont être assez frileuses. Tant qu'il n'y a pas eu de circulaire, comme je le disais tout à l'heure, propre au ministère de la Santé, les agents de l'ARS ne vont pas prendre de risques en général. Donc, alors, parce que j'avais eu un échange au printemps dernier,
Donc, je suppose que cet arrêté devait déjà circuler pour consultation dans les ARS. Et l'ARS de l'Ardèche, celle du Gard et celle de l'Hérault m'ont toutes Ouais. répondu pareil, eau potable et que de l'eau potable pour un ERP. Ce qui peut après se comprendre. Alors, ça, c'est un exemple que j'ai entendu dans une conférence sur l'utilisation de l'eau de pluie dans les sanitaires, donc dans les WC. Les ARS, toujours, alors, c'est un peu gênant de rappeler ça, mais ça avait été dit dans une conférence quand même. Certaines personnes peuvent utiliser l'eau de la cuvette pour certains usages peu réglementaires. Peu honnête. Bon, c'était pour dessaler du poisson. Bon, on en était dans ce genre de considération. Je sais pas vous, mais moi, je connais pas grand monde qui dessale son poisson dans la cuvette. L'idée, c'était de dire, il peut y avoir des pratiques de personnes qui vont, en toute bonne foi, utiliser l'eau de la cuvette en guise de réservoir d'eau. Et si c'est pas de l'eau potable, ils peuvent tomber malades. Alors, si c'est chez eux, tant pis pour eux, mais là, ils sont dans un ERP. Donc, ça peut poser problème. J'ai un exemple qui ne vous concerne pas, mais c'est un centre équestre pas très loin de chez moi, où ils se sont dit, tiens, on va utiliser de l'eau d'un pompage pour alimenter les WC. Alors déjà, sur un centre équestre, c'est un ERP, donc c'est un peu limite. Sauf qu'ils n'ont pas fait correctement leur installation et il y a une contamination fécale due aux chevaux qui s'est retrouvée dans le réseau. Il y a plein de gamins qui sont tombés malades. Le patron l'a senti passer financièrement et au niveau sanctions juridiques. Donc, aujourd'hui, les choses sont vraiment pas claires à ce niveau-là. Donc, je vérifierai quand même, hein, et j'en reparlerai éventuellement à des ARS. Mais de ce que j'entends, il faut pas prendre de risques. Ok. Eh ben, écoutez, ça roule. Je crois vous aviez vu les autres questions et vous y aviez répondu en temps et en heure. A priori, j'ai pas d'autres questions, donc on va pouvoir s'arrêter là.